Aurélie Jean. Bonjour. C'est vous notre grand témoin, c'est avec vous qu'on va faire la conclusion de cette matinée. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Peut-être, on va dire, le sujet principal qui a été, au-delà de toutes les discussions, un peu le fil rouge finalement, c'est il ne faut pas opposer écologie et économie. C'est vrai que ça devient peut-être un peu un gimmick, quelque chose qui se répète comme ça. C'est vrai qu'il ne faut pas les opposer. Est-ce que ça, c'est vraiment rentré dans les mentalités aujourd'hui, au-delà des discours ? En fait, pour plein de raisons. La première, c'est que avoir des considérations environnementales pour une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est un différenciateur économique profond. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'écologie, on l'a dit un peu ce matin, mais l'écologie en fait est un problème global qui pendant longtemps n'a pas été perçu comme intéressant à l'échelle individuelle parce que ça ne nous touchait pas en apparence. On parlait de la couche d'ozone, on parlait des choses qui nous paraissaient très loin. Et en réalité, depuis, on va dire 10 ans peut-être, on a en fait une prise de conscience individuelle locale, d'une part à travers tous les changements climatiques qu'on a à l'échelle de nos villes, de nos régions et de nos pays, mais aussi par rapport en fait à ce qu'on voit, que ce soit sur la biodiversité, pas seulement sur le climat. Et donc ces considérations-là font que, en effet, les gens ont plus de prise de conscience et mettent la pression quelque part aussi sur les entreprises et les collectivités et les États pour agir dans ce sens. Donc on ne peut pas l'opposer parce que je pense que ce serait se tirer une balle dans le pied, premièrement pour les entreprises et les États, mais en plus faire une économie en prenant en considération justement la protection de l'environnement, c'est à mon sens obligatoire aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter, c'est vital, incontournable. Absolument. On l'a vu aussi, on a beaucoup parlé d'industrialisation, pas forcément de réindustrialisation, mais en tout cas d'industrialisation. Et c'est vrai que parfois c'est un mot qui fait peur. Est-ce que c'est normal de dire finalement l'industrie on en veut bien, mais pas trop ? En fait, surtout que quand on parle d'industrie, vous prenez n'importe qui dans la rue, en fait, le mot industrie est associé à deux choses. D'abord à l'industrie forcément lourde, à l'usine, mais aussi à quelque chose de très polluant et à quelque chose de peu innovant. Et en réalité, en fait, dans toutes les industries, à toutes les époques, on a eu des évolutions significatives qui ont permis justement à l'industrie de se transformer, de se développer, de se moderniser, tant sur le plan social et humain en diminuant les tâches pénibles, que sur le plan environnemental, justement, en allant chercher des méthodes pour minimiser des risques environnementaux, pour aller mesurer en tant que quasi réel la consommation d'eau de son entreprise ou d'une industrie en particulier. Il y a plein de choses qui ont été faites, en fait, dans ce sens-là. C'est vrai que l'industrie est très 4.0 aussi, enfin très numérisée, et fait aussi attention à redorer son image, même si c'est pas encore rentré dans les modalités totalement. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive grâce, alors pour ça, pour le coup, c'est mon domaine, et tout ce qui est data, modèle algorithmique, modèle d'analyse, on peut aller comprendre des phénomènes, faire des prédictions, des anticipations, aller comprendre pas mal de choses et traquer des choses. Et en fait, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on arrive, et c'est peut-être l'une des premières fois depuis le début de l'humanité, on arrive à traquer, à suivre en fait l'évolution, que ce soit la consommation énergétique en général ou voire relative, parce qu'on ne peut pas forcément suivre la consommation absolue, mais par exemple la consommation d'eau. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à Bloomberg et je me souviens qu'il y avait un indice en fait qui permettait de mesurer la consommation d'eau, grossièrement bien sûr, d'une entreprise ou d'une industrie à travers le monde. Et ce genre d'indices permettent aux gens, d'une part, de leur faire prendre conscience des enjeux, mais aussi de pointer du doigt en fait les politiques, de distinguer les politiques d'entreprise ou d'État qui fonctionnent réellement de la simple politique de communication. Et donc ça, même pour nous, quand vous prenez une décision, vous avez besoin de suivre des mesures, des métriques de succès, comme on appelle ça, parce que vous pouvez complètement vous planter aussi. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors justement, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a souvent une volonté étatique d'aller dans un sens, l'industrialisation, de faire attention à son environnement, mais après il y a aussi des territoires. Finalement, ça se joue aussi beaucoup plus en proximité. Il faut peut-être, on va dire, quelque chose qui vient d'en haut, qui donne une indication, et puis après ça se produit, ça se réalise, ça se concrétise différemment sur les territoires. Alors il y a 2 sujets. Alors moi, étant entrepreneur, en fait, forcément, je suis plus libérale. Donc je dis toujours, en fait, l'État doit montrer l'exemple. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'éducation par l'exemple. Un État qui va dire de faire quelque chose sans l'appliquer sur lui-même ne peut pas être un exemple pour les territoires, pour les entreprises, pour les entrepreneurs, les PME, TPE, etc. Donc première chose, c'est l'exemple. Mais aussi et surtout, c'est que moi, je crois beaucoup, en fait, qu'il faut être beaucoup plus granulaire dans le fait d'aller donner des responsabilités aux entités beaucoup plus petites, à savoir en fait laisser les collectivités locales, laisser les régions, laisser les entrepreneurs trouver des solutions et les laisser gérer en fait à leur échelle, mais
avec un soutien de l'État à travers une sorte de facilitation. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, je parle en tant qu'entrepreneur, donc c'est à mon échelle, mais ce dont on a besoin, c'est des moyens, beaucoup de liberté, mais d'avoir une aide au-dessus qui va nous faciliter le chemin. Et c'est ça dont on a besoin, ou en tout cas nous éviter des obstacles. Et c'est ça en fait que l'État doit faire, c'est montrer l'exemple, avoir des messages clés, des messages forts, c'est important quand même, parce que quelque part, même si on habite une région, une ville, on va quand même être très réactif aux messages de l'État en tant qu'individu et citoyen, mais avec une certaine liberté de la part des collectivités qui, en règle générale, connaissent bien mieux leur territoire. Les besoins, les spécificités aussi. Finalement, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais l'écologie, c'est forcément très transverse. L'innovation doit l'être aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas forcément technique, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de la guerre des usages, finalement, il y a aussi toute la façon dont on le fait rentrer dans son quotidien. Oui, exactement. Et c'est vrai que sans aller vers un solutionnisme technologique ou scientifique que je combats, la science et la technologie est une des réponses en fait à la protection de l'environnement, tant pour aller comprendre le phénomène que pour trouver des solutions innovantes. Et ça, surtout, il faut surtout pas le contredire. Et après, c'est en termes, si on parle d'attractivité, par exemple, des régions, moi, je crois beaucoup au fait que l'individu, le citoyen, va mettre une pression, indirecte ou directement, sur les sociétés, sur les collectivités, etc. Alors, c'est l'une des premières fois dans l'histoire de la France où les jeunes sont en minorité démographique, ce qui, je pense, est un problème, parce que du coup, sous un angle politique, on les écoute moins, et en plus, on leur parle pas à eux. Ça, c'est pour moi un énorme problème. Cependant, c'est eux qui vont construire le monde de demain. Et donc il y a vraiment un paradoxe et un décalage aujourd'hui dans notre politique. Il n'y a pas que la France, je pense qu'il y a d'autres pays, mais quand vous regardez les chiffres, c'est quand même intéressant. Et du coup, il y a ce genre de fracture entre les générations qui est selon moi dangereuse, puisque les jeunes qui vont apporter les solutions de demain doivent rester dans des solutions intelligentes et intelligibles. Et si on ne les écoute pas, ils peuvent éventuellement rétrograder, voire trouver des solutions contre-productives. Donc il faut arriver en fait à embarquer tout le monde. Et par exemple, je le dis souvent, alors moi je suis plus jeune, j'ai dépassé la quarantaine, mais je me considère jeune quand même, mais c'est vrai que, voilà, dans ma tête, je suis très jeune. Et c'est vrai que, typiquement, moi, pendant très longtemps, j'étais très sensible au sujet de diversité et d'inclusion, et je n'ai jamais candidaté dans des entreprises qui pourtant m'ont chassée, qui n'avaient aucune politique de diversité et d'inclusion, par principe. Et en plus, étant une femme évoluant dans un milieu majoritairement masculin, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que la société ait une vraie politique de diversité et d'inclusion. Et toutes les entreprises et toutes les universités dans lesquelles j'ai travaillé ont une politique D&I. Maintenant, c'est pareil sur l'écologie. C'est qu'aujourd'hui, on a envie de travailler, on va dire entre 18 et 40 ans, les jeunes ont envie de travailler pour des sociétés qui, justement, ont une politique environnementale. Et je pense que ça va être aussi un énorme différenciateur économique pour la suite, parce que c'est ces gens-là qui vont construire le monde de demain, c'est ces gens-là qui vont créer des entreprises, et c'est ces gens-là qui font faire vivre les entreprises, l'industrie, et réindustrialiser ou industrialiser, peu importe le terme que vous utilisez pour la France, mais il faut surtout qu'ils aient une bonne image en fait, de ces industries pour arriver à construire le monde de demain sans aller à aucun moment vers un rejet épidermique ou un fantasme aveugle. Voilà. Est-ce que finalement c'est uniquement les jeunes aujourd'hui qui sont dans cette démarche-là? Est-ce que finalement c'est pas en train de, toute génération confondue, d'avoir cette démarche de dire j'ai plutôt envie d'utiliser une marque parce qu'elle a une politique qui correspond à mes valeurs? Moi j'y crois beaucoup. Moi, j'y crois beaucoup parce qu'on est de plus en plus dans la consommation responsable, avec beaucoup plus de transparence. Et là, encore une fois, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on est capable de tracer beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut ne pas ignorer. En fait. Voilà. Après, on ne peut pas tout faire. Typiquement, j'entends beaucoup de gens qui disent on devrait pouvoir mesurer strictement la consommation énergétique de la création d'une technologie algorithmique. On ne peut pas le mesurer de façon absolue parce qu'il y a trop de variantes qui sont des inconnues. Par contre, on peut faire une mesure relative, une comparaison relative, à savoir, et ça, typiquement, ça fait partie des considérations du nouveau projet européen de loi, c'est de dire on n'est pas capable de mesurer strictement. Par contre, on peut montrer qu'on a pris en considération ce paramètre pour aller tendre vers un modèle qui consomme le moins. Vous voyez, donc d'avoir cette comparaison relative, donc cette estimation relative par comparaison et pas une mesure absolue qui est difficile à avoir. Et par ailleurs, moi, je me méfie toujours des indices, même si j'utilise et je les regarde, mais je les analyse vraiment finement parce que, en fait, un indice, c'est une mesure à un temps donné d'une situation. Et en fonction de la manière dont vous allez faire votre indice, vous allez tomber sur des choses très différentes qui peuvent aller dans le sens d'une entreprise vu ses intérêts personnels. Donc il faut, voilà, c'est des choses qui. Mais la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a
une certaine transparence, on a une communication sur ces sujets de plus en plus grand, et on a une mondialisation sur ces sujets c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser. C'est pour ça que c'est paradoxal en fait. On pense à notre écologie à notre échelle autour de nous, et c'est pour ça qu'on est sensible. Mais en fait, si nous seuls nous faisons un effort, ça ne marchera pas. Si les États ne font pas d'efforts à leur échelle, ça ne marchera pas. Donc il faut arriver à que ce soit l'écologie ou l'industrie. D'ailleurs, c'est des sujets en fait qui sont multi-échelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui penser l'industrie en pensant que à sa ville ou à sa région. Il faut penser globalement, parce qu'en fait notre compétiteur il n'est pas dans la région d'à côté, il est à l'autre bout du monde. Et puis les talents qu'on va devoir attirer sont des talents du monde entier. Et puis on va devoir s'intéresser au monde entier. Donc c'est des choses voilà à considérer, je pense, pour aussi attirer les prochaines générations de gens qui vont faire vivre cette industrie. Et je pense du coup il y a vraiment un travail à faire aussi pour revisiter l'image de l'industrie. Et nous sommes deux femmes, et par exemple les femmes vont moins vers l'industrie parce qu'elles n'ont pas une image réelle, elles n'ont pas la vraie image de ce qu'est l'industrie. Et typiquement on a la chance d'avoir un ministre, Roland Lescure, qui lui en plus travaille énormément pour la féminisation de l'industrie. C'est un sujet effectivement, qui est un énorme sujet aujourd'hui, parce qu'en fait on manque énormément de talent sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on arrivera à réindustrialiser ou industrialiser, peu importe le thème que vous utilisez, la France, si on arrive à avoir les talents. Et il y a plein de domaines aujourd'hui dans lesquels on n'arrive pas à former suffisamment de gens. Donc il y a aussi un contexte de formation. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer en profondeur, comme vous l'avez dit, de manière transversale, en fait, la société, et à tous les niveaux, du jeune qui va se former, au plus âgé qui va vivre de cette industrie, qui va consommer et qui va peut-être investir, ou diriger. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas Aurélie Jean pour j'ai envie de dire un message d'espoir, parce qu'effectivement il y a plein de défis à relever, mais c'est des défis plutôt passionnants. Merci. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour remettre des prix aux talents, parce que oui, il y a des talents dans les régions. À tout de suite.